Mais je me suis dit, si déjà je fais une sauterelle, et c'est quelque chose qu'on a l'habitude, qu'on va manger une fois dans la vie peut-être, j'ai pensé que ça devait être servi assez craquant. Et j'ai décidé de faire comme on fait des petits poissons, une friture de poissons, c'est-à-dire les mettre tout simplement dans de la farine. En fait, c'était faire des bislis sauterelles. Il y a quelques semaines, s'est tenu à Psagot un repas exceptionnel, Seudat HaMasoret. Seudat HaMasoret, le repas de la tradition, un véritable festin avec plus d'une vingtaine de plats. Et nous recevons ce matin le chef, l'homme qui était derrière les fourneaux pour ce repas, Yossi Ben Dayan. Yossi, Boker Tov. Boker Tov, Michael, Boker Tov à tous. Alors Yossi, ce repas d'abord, qu'est-ce que c'est? De quoi il s'agit? Quelle Masoret? Qu'est-ce qu'il y avait? Pourquoi ce menu est différent de tout ce que vous préparez d'habitude? Manishtana. Voilà. Manishtana dans ce menu. Mais en fait, la tradition dont on parle, le but c'était d'utiliser des animaux qui sont cachers à l'origine, qui répondent aux normes d'un animal cachère. Si on prend par exemple les bovins et qu'on parle d'un animal qui rumine et qui a le sabot fendu, l'histoire c'est qu'on a certains animaux qu'on a l'habitude de manger, qu'on sait que de génération en génération on a l'habitude de manger, les vaches comme on les connaît, les moutons, les chèvres, et il y en a d'autres qui apparemment répondent aux qualités nécessaires pour être cachères, mais qu'on n'a pas eu cette tradition de manger. Je donne un exemple, si on parle des bovins, ce qui s'appelle en hébreu le djamous ou le buffalo, le buffle, c'est un animal qui en fait il a tous les signes, mais c'est pas quelque chose qu'on avait la tradition ou l'habitude de manger de manière suivie de génération en génération. Alors le problème, c'est que quand cette tradition s'arrête pendant un certain temps et qu'elle est perdue, on ne peut plus remanger cet animal, même s'il a les signes qu'on a. Un exemple qui est frappant, c'est le faon. Le faon, qui était mangé par la communauté juive italienne. Et la tradition d'en manger s'est arrêtée pendant plus de 150 ans et on n'en mange plus aujourd'hui. Alors le but de ce repas, c'est en fait de garder ces traditions, de retrouver ces animaux qui sont mangeables, qui sont cachers et ne pas s'en priver. Alors on me dit que ce repas a duré plus de 5 heures. Il a fallu expliquer, il y avait des intervenants, des rabbins, des shochatim, des gens qui ont expliqué quelles étaient justement les traditions. Et pour vous, combien de temps ça prend à préparer un repas pareil? Ben écoutez, la préparation, c'est plusieurs jours. C'est 4 jours de travail en cuisine. C'est un premier jour où on fait vraiment les petites préparations de base. On coupe les oignons, etc. Et plus on avance, et plus on commence à travailler les produits eux-mêmes en fonction de leur possibilité de se garder jusqu'au jour du repas, parce que c'est évidemment impossible de faire autant de plats le même jour. Malgré l'équipe, j'ai travaillé avec l'équipe du Yekev de Psagot, une équipe extraordinaire, avec le chef de la cuisine et son équipe. Mais ça demande un travail énorme. Alors c'était 4 jours entiers de travail. Alors, ce que je vous propose, Yossi, c'est qu'on regarde certaines photos que vous avez prises de ce repas et que vous nous expliquez qu'est-ce qu'on y a mangé et pourquoi c'était particulier. Alors c'était divisé en on va dire en 3 parties. Il y avait les pains d'abord qui ont été faits par un boulanger qui a fait un travail extraordinaire. Les pains d'abord il a fait des pains avec toutes les sortes de céréales qui existent. Il a fait plusieurs pains avec les 5 céréales, et il a fait des pains dont on parle dans la Bible, dans le Tanakh. Lechem Hatamid. Lechem Hatamid, non, mais il a fait les Arba Lichmei Toda, les pains de remerciement qui s'apportaient au Beth Mikdash, par exemple. Ils ont été servis à table. Il a fait un pain dont on parle, la recette est donnée dans le livre de Yeheskel. Donc il a refait ce pain, c'était intéressant, c'était beau, c'était bon. Et puis ça, c'était la première partie. Et puis ensuite, on a eu d'un côté la volaille, et puis après les autres animaux. Alors qu'est-ce qu'on peut-être on va voir les photos. Donc là, bon, la première photo, en fait, il fallait absolument avoir quelques salades à table. Il faut savoir que des entrées. Il faut savoir que le professeur Zohar Amar, qui est un professeur à l'université de Bar-Ilan et qui est à l'origine de ce repas, et qui est quelqu'un qui a fait beaucoup de recherches sur pas seulement les animaux, mais les mets qui étaient mangés à l'époque. C'est-à-dire que quand on a commencé le repas, quand on s'est vu la première fois de parler du repas, et il m'a dit, écoute Yossi, oublie tout ce qui est nouveau
dans le marché israélien. Par nouveau, il entendait ces 2000 dernières années. Presque, presque. On parlait, il m'a dit, écoute, on parle du Tanakh, de la période biblique et de la période de la Mishnah, c'est-à-dire tous les légumes qu'on a reçus en découvrant les Amériques étaient à bannir. Alors, on parle des pommes de terre, on parle de poivrons, de piments, de tomates, tellement de choses qu'on a l'habitude d'utiliser et qui aujourd'hui sont tellement associées avec la cuisine israélienne. Faire aujourd'hui de la cuisine moderne israélienne sans aubergine ou sans tomate, c'est pas concevable. Mais il fallait pas s'en servir. Alors c'était du fenouil, des fèves, certaines racines qu'on pouvait utiliser, de l'ail, de l'oignon évidemment. Bon, alors on a fait quelques salades et puis il m'a dit, écoute, aussi, il faut absolument qu'on fasse. Il y a cette phrase qui dit que les Bnei Israël, que les enfants d'Israël, quand ils sortent d'Égypte et qu'ils se retrouvent dans le désert et qu'ils disent à Moshe, écoute, on se rappelle, Zacharnu et à Shumim, et à Kishuim, et à Batichim, on se rappelle de l'ail, des courgettes et des pastèques. Alors lui, dans ses recherches qu'il a fait, il s'est rendu compte que c'était pas vraiment les courgettes comme on les connaît aujourd'hui, mais un légume qui s'appelle fakous. C'est un légume, c'est une sorte de concombre qui est vendu en Israël, qu'on trouve à cette période, un peu avant, fin du printemps, début de l'été. C'est une sorte de concombre très craquant, très clair. Alors, une des salades qu'on a fait, on a pris de l'ail, on a fait un confit d'ail dans de l'huile d'olive avec du thym, qu'on a servi à table pour manger avec le pain qui était là-bas, c'est extraordinaire, c'est toujours bon. Et on a fait une sorte de variante avec de la peau de pastèque et ce fakous. Et d'autres petites salades aussi basées à base de fèves, de lentilles, des choses qu'il y avait à l'époque. Vous nous donnez l'eau à la bouche, alors on va voir peut-être une photo suivante des volailles. Alors, le premier plat en fait qui était servi, c'était une soupe. On avait en idée de faire ça en soupe, et on a fait une soupe de pigeons. Soupe de pigeon. Ouais, c'est vraiment pigeon. Comme on mange tous les vendredis à la maison. Voilà. Alors, soupe de pigeon, et puis on a voulu donner un petit goût. On mange une fois par an. Une fois par an, Seudat Yitro, évidemment. C'est un classique de la cuisine tunisienne, mais sinon, c'est vrai que c'est assez rare, surtout en soupe. Oui, on a dit, pourquoi pas. Il nous fallait quand même une soupe dans un repas avec tellement de plats. C'était une idée quoi, de servir une soupe, c'était normal. Alors on a fait une soupe un peu avec le goût temani. Je sais pas, tu connais la soupe marak temani, avec ce mélange d'épices qui s'appelle le hawaiij. Et on a fait et donc on a servi un morceau de pigeon dans la soupe. La soupe, le fond de volaille qui a été fait avec des pigeons. Et c'est un goût très spécial. Donc ça, c'était le premier plat qu'on a servi. Alors après la soupe, donc un peu de viande. Il y avait combien de plats de viande en fait D'abord en volaille, on avait, 7, 6, 8 sortes de volailles environ. Alors il y avait les pigeons, on avait la caille, on avait le faisan, la pintade, le hodou, la dinde. Le faisan, c'est très rare parce que c'est très cher aussi. C'est très rare et c'est très cher. C'est très cher parce que c'est très rare en Israël. Oui, tu veux des chiffres ? Non, chaque faisan nous a coûté environ dans les 600 shekels. Un faisan, c'était énorme, mais bon, c'était... Il y avait combien de personnes étaient à ce repas entre 350 et 400 personnes. Je crois qu'on s'est vraiment... Quand on a fait les plats, on s'est rendu compte on était très près des 400 personnes. Alors, c'est-à-dire qu'on prépare du faisan qui est si cher et rare... On en met très peu. On en met très peu, absolument, évidemment. Absolument. Mais est-ce que pour vous aussi, de préparer du faisan, ça ne doit pas être tous les jours ? Vous êtes chef depuis longtemps. Combien de fois dans votre vie vous avez l'occasion de préparer du faisan ? Une fois. Voilà. C'était la première fois. Alors, comment on prépare un plat qu'on ne connaît pas ? D'un matériau avec lequel on n'a jamais travaillé. Écoute, d'abord, tu te dis c'est une volaille. Alors, il y a quand même une certaine orientation de mode de préparation pour une volaille. Tu sais que ça se rapproche peut-être un petit peu plus des canards plutôt que du poulet. Et puis après, il n'y a pas le choix, il y a des recherches à faire. Aujourd'hui, bien heureusement, on a l'Internet, on a la possibilité de voir et de lire et de voir des vidéos sur n'importe quel sujet. Et dans certains cas, j'ai téléphoné à des amis, même en France, pour avoir un petit peu plus de précision, un petit peu plus de renseignements sur la manière de préparer. Donc, il y a eu des ingrédients que j'ai préparés sans difficulté. Il y a eu des ingrédients où j'ai
Il a fallu, il a fallu quand même. Oui, absolument. Alors, une autre question qui me vient à l'esprit, c'est on a vu sur le menu, il y a écrit Manat Kohanim sur certains plats. Le plat des Kohanim, des prêtres. De quoi il s'agit? C'est Matnat. Matnat Kohanim. C'est c'est ce qu'on donnait aux prêtres. C'est ce que les gens qui venaient faire un Korban Toda, ils donnaient aux prêtres. Alors, en fait, j'ai pas voulu t'envoyer cette photo pour pas choquer nos spectateurs, mais c'était en fait un plateau où quand on faisait un korban, un sacrifice d'un mouton par exemple, on donnait au Kohen à roche, à regel, à gravahim, la tête, le pied et les entrailles, c'est-à-dire le gras double, quoi, les tripes. Et en fait, le Kohen prenait ça chez lui à la maison et il le cuisinait chez lui à la maison. Et c'est ce qui a été servi ce soir-là. Pratiquement. C'est ce que professeur Amar m'a demandé. Il m'a dit, écoute Yossi, viens, on fait 3 plats avec chacun de ces ingrédients. Alors, on a fait un plat à base de tête. On n'a pas utilisé de la tête d'agneau, on a utilisé de la tête de la joue, en fait, de la viande de joue de bœuf. Et on a fait un plat avec... et là, à chaque fois, je l'appelais, est-ce qu'on peut utiliser tel légume, etc. Alors, je voulais faire avec du fenouil, il m'a dit, c'est bon. On a fait un plat de viande de tête, un tagine de viande de tête et de fenouil. Ça, c'était le premier. Pour le pied, en fait, j'ai servi pas une épaule, un avant-bras un zroa. Comme le zroa que certains mettent sur le plateau du Seder, on a servi un zroa qui a été fait au safran. Le safran, une épice connue à l'époque, qui s'appelait le karkom. Pas le courcoum comme on le connaît aujourd'hui. On a fait un zroa d'agneau au safran. Et alors là, et le troisième, c'était les kravaïm, en fait le gras double, qui est quelque chose qu'avant on arrivait à acheter facilement chez les bouchers et qui est aujourd'hui interdite en Israël, qui est interdit en Israël. Je crois que même en France, dans les boucheries cachères, aujourd'hui, on ne trouve plus de gras double. Donc il a fallu... Tous les animaux qu'on a trouvés, on a amené nos propres shochatim pour nous en occuper. Ouais. Alors on a réussi à récupérer certaines parties des vaches. Et il a fallu nettoyer, c'était un jour de nettoyage. Une journée avec 2 cuistots qui ont passé la journée à nettoyer les différentes... On va épargner ça aux auditeurs. Et puis bon, on a fait un plat avec les kravaïm, un plat de gras double, comme à l'époque, la shkamba des Tunisiens, la douara des Marocains. Je crois qu'on a pas ça en Alsace, mais... Mais le gras double en France, bien sûr, tout le monde connaît ça. Alors, autre plat, alors évidemment avec tellement de viande, des volailles, les plats des sacrifices finalement, c'est quoi le plat principal finalement? Quel a été le plat principal le plus attendu de cette soirée avant d'arriver au dessert dont on parlera à la fin? Ouais, le dessert entre guillemets. Voilà. Il y a beaucoup de gens, enfin les gens n'avaient pas de menu. Ok, c'était une surprise. Les plats Là, par exemple, ce qu'on voit à l'image. Ben là, par exemple, c'est la viande de tête avec le fenouil. Si on passe d'autres photos, ça c'est le plat de gras double où j'ai rajouté aussi des morceaux de poumon. Ça c'était intéressant. C'était Miseudat Avraham Avinu, où il parle de servir de la langue. Alors on a fait de la langue aux olives et à la moutarde. Ok. Ça, c'était la viande de tête qui faisait partie des Matnat Kohanim. Pardon, ça, c'est la viande de Djamous, la photo qu'on voit maintenant. Ah oui, alors la viande de bœuf. Alors, du buff. Alors, les gens on savaient qu'il allait avoir du buff. Ils s'attendaient un petit peu à ça et ça les a intrigués. Et aussi la chèvre. Ah oui, c'est ça. Vous avez fait un shawarma de chèvre? Un shawarma de chèvre, ouais. Alors, comment c'est différent d'un shawarma de mouton? D'abord, on l'a pas vraiment fait en shawarma dans cet appareil où on met des couches de viande. On a apporté une chèvre entière. Qu'on a, en fait, on l'a poêlée. On l'a fait au four très doucement pendant très longtemps, bien fermé, et c'est sorti. Tu sais, ça, quand tu le sors du four, tu en arrives à un point où les os se détachent tout seuls. Et puis on l'a refroidi, puis après on l'a coupé très très fin comme un shawarma. C'était fait avec du sumac, qui est une épice très connue et très locale. C'était super intéressant parce que même pour moi, j'ai été surpris. Parce que j'étais sûr que la viande de chèvre allait être très forte dans le goût. Et ça s'est avéré être une viande très fine, beaucoup plus fine même que le mouton.
Alors ça, c'était un des trucs, un des ingrédients, un des aliments qui était assez attendu par les gens. Les volailles aussi, ça intriguait un petit peu ça intriguait un petit peu les invités parce que quand ils sont rentrés au Yekev, Psagot, il y avait une exposition des animaux, certains vivants et d'autres comment on dit, des fourlats. mais fourlats empaillés. Voilà, exactement. Il y avait une vraie exposition. C'est un repas qui est interdit aux véganes. Absolument. C'est clair. Il y avait à part les feuilles de salade à côté pour accompagner. Alors peut-être qu'on va passer directement au dessert. On a dit entre guillemets parce que l'attraction de la soirée pour beaucoup, c'était des sauterelles. Absolument. Alors, 2 mots sur la cache-route des sauterelles, Yossi. Alors, les sauterelles, d'abord, c'est pas tout le monde qui a la massorette, la tradition d'en manger. Les deux principales communautés qui ont l'habitude d'en manger sont les Marocains. Je crois qu'on peut même inclure les Nord-Africains de manière générale parce que c'est pas quelque chose qui est resté qu'au Maroc, mais surtout les Marocains et les Thémanim, les Yéménites, qui en mangeaient aussi. Alors, il y a certaines sauterelles qui sont cachères et d'autres qui sont non cachères. Une partie des simanim, c'est des ailes qui recouvrent tout le corps de la sauterelle, pas qui s'arrêtent et puis au milieu ou un truc comme ça. Des pattes arrière très allongées avec lesquelles elles se servent pour sauter. Il y a d'autres simanim que je connais personnellement moins. Mais alors, comment on prépare des sauterelles, Yossi ? Comment on rend ça il y a plusieurs manières de les préparer. Ce soir-là, c'est quoi la recette ? On voit l'image, je crois. Alors, moi, j'ai décidé de les faire de la manière la plus simple possible. Je voulais garder l'aspect de la sauterelle. Je savais qu'il y avait certaines personnes qui allaient être un petit peu choquées, que ça allait... Mais je me suis dit, si déjà je fais une sauterelle, et c'est quelque chose qu'on va manger une fois dans la vie peut-être, je veux que les gens voient la sauterelle. Alors, on m'avait proposé de faire des sauterelles trempées dans du chocolat. Ouais. Il faut savoir que d'abord, dans les sauterelles, il y en a qui mangent que l'abdomen de la sauterelle, qui enlèvent les pattes, qui enlèvent la tête et les ailes, et qui apprécient surtout l'abdomen qui est gras. La première fois que j'ai fait ça, j'ai dit, écoute, j'ai envie de tout essayer. Alors avec mes élèves, j'ai dit, bon, on va tout essayer. J'avais pris des élèves à moi qui étaient venus faire le repas avec moi, et on a dit, on va les faire cuire. Alors, j'ai pensé que ça devait être servi assez craquant. Et j'ai décidé de faire comme on fait des petits poissons, une friture de poissons, c'est-à-dire les mettre tout simplement dans de la farine et les faire frire. Et ça prend... la sauterelle panée. Ouais, panée nature, comme ça, pas plus que de la farine, pour pouvoir voir la couleur de la sauterelle et l'aspect, parce qu'à partir du moment où on fait une panure avec de l'œuf, etc., ça recouvre... donc c'était que de la farine. Et puis dès que ça sort de l'huile, du sel. En fait, c'était faire des bislis sauterelles. Et moi, je trouvais que c'était la manière d'abord de garder l'authenticité du goût. Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a recherché dans tous les plats. C'est-à-dire, on avait la possibilité d'utiliser certaines épices, etc. On a essayé dans beaucoup des plats qu'on a servis de garder l'authenticité de chaque ingrédient pour que les gens puissent goûter. Il y en avait un plat où il y avait de l'agneau, le shawarma de chèvre et du bœuf. Et il n'était pas question de faire des goûts trop prononcés dans chacun des trucs. On voulait qu'ils prennent et qu'ils goûtent et qu'ils voient vraiment la différence entre les trois. Donc pour les sauterelles aussi, c'était mon but, c'était que les gens goûtent les sauterelles de la manière la plus simple possible. Par contre, on a fait une jolie vinaigrette à côté, où on s'est servi de za'atar tari frais, une sorte d'origan frais, de l'ail, de l'huile d'olive évidemment. Un vinaigre de vin, parce qu'on ne pouvait pas se servir de citron. Et ceux qui avaient aussi une sorte de chimichurri comme ça, israélien, et ceux qui avaient envie le trempaient à l'intérieur. Mais c'était un bon dessert, quoi. Ça avait l'air d'être une expérience à la fois pour vous et pour ceux qui ont mangé. J'espère qu'on aura d'autres occasions de parler de cuisine avec vous et de choses avec grand originales, plaisir. parce que c'était vraiment passionnant. Merci aussi. Merci, Michael. Merci à tous.